Ok, alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Rema pour l'invitation à discuter avec vous des enjeux de l'écriture scientifique. Et merci à toutes les participantes et les participants qui sont en ce moment devant leur écran un vendredi en fin d'après-midi. Ça fait plaisir de pouvoir prendre un peu de temps de discuter avec vous toutes et tous sur les enjeux de l'écriture scientifique. Alors évidemment, le sujet est très très vaste et en quelques minutes, je suis incapable de vous expliquer l'ensemble des enjeux qu'il y a derrière ces questions-là. Et évidemment, le plus important, je pense, message pour moi, c'est que pour écrire des articles scientifiques, il faut lire des articles scientifiques. Plus vous écrivez, plus vous allez lire, et plus vous allez lire, plus vous allez écrire facilement. Donc, il faut se donner une espèce de discipline de lecture régulière, notamment en anglais. Et on sait que dans nos contextes, c'est jamais très facile d'écrire en anglais, mais la majeure partie, sinon la totalité des travaux scientifiques dans le domaine de la santé et dans notre domaine sont en anglais. Et donc, on peut difficilement ne pas lire l'anglais. On peut ne pas écrire facilement l'anglais, mais ne pas lire, ça devient vraiment difficile pour écrire des articles scientifiques et les publier par la suite parce que finalement, un scientifique n'est pas ce que ma mère pense que je suis, quelqu'un qui fait le tour du monde et qui fait des conférences, n'est pas ce que moi je crois être Einstein et je découvre et je fais des théories tous les jours. Un scientifique, c'est une personne qui écrit, en fait. Et vous voyez en bas à droite le cœur de notre travail en tant que scientifique dans le domaine de la santé, c'est d'écrire des articles et d'écrire des publications, quelle que soit leur forme. Alors, une grande partie d'entre vous aujourd'hui font aussi de la clinique, mais pour pouvoir publier à un moment donné, il faut être capable de s'enfermer dans son bureau, de refuser d'ouvrir la porte quand on vient frapper parce qu'il y a une consultation de la dernière minute et puis d'écrire des articles. Et je sais que c'est très, très compliqué dans les contextes de pouvoir aussi s'isoler en dehors des consultations, des baptêmes, des mariages et de tous les enjeux sociaux qu'il y a autour de notre temps libre. Donc, c'est un vrai défi. Il faut qu'on en ait vraiment tout cela en tête quand on veut se lancer dans l'écriture. Alors, je vais vous parler pendant une trentaine de minutes de quelques-uns des éléments que je veux partager de mon expérience de l'écriture scientifique. Alors, ça n'a pas plus de valeur que ma seule petite expérience. Voilà, je vous partage des éléments dans les prochaines minutes, mais je pense qu'on peut prendre du temps après ma présentation pour des échanges, questions-réponses, et je me ferai un plaisir de tenter de répondre à certaines de vos questions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, euh, je veux quand même vous expliciter le fait que publier, c'est bien, mais publier, c'est pas difficile en fait. Ce qui est difficile, c'est de faire de la recherche de bonne qualité. Et à partir du moment où votre recherche est de bonne qualité, elle sera publiée. Et on trouve toujours des moyens de publier nos recherches quand elles sont bonnes. Et là où c'est le problème, c'est quand nos recherches sont pas bonnes, on a du mal à les publier et c'est bien logique. Et vous verrez un peu plus tard dans la discussion que même des recherches mauvaises sont publiées. Et ça, c'est un autre problème que nous avons dans notre domaine. Et je voulais juste ici euh, commencer par mettre l'accent sur le fait que à partir du moment où vous avez une question de recherche qui est scientifiquement pertinente, que vous avez déployé une méthode qui est rigoureuse et validée, vous n'aurez pas trop de difficultés à la publier, puisque, comme vous le savez, le fonctionnement des publications est par une évaluation faite par des pairs, donc des scientifiques ou des cliniciens qui sont du même domaine, qui vont juger de la pertinence de votre travail. Et si votre travail est scientifiquement très bon, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas publié. Alors, je vais pas, j'ai pas le temps aujourd'hui de revenir sur comment on fait la bonne recherche et quels sont les critères de scientificité de nos approches. C'est pas l'objet de la discussion, mais je vais faire abstraction de ça, mais je voulais quand même
rappeler toute l'importance de cette qualité scientifique. Alors, cette diapositive montre qu'il y a un accroissement mondial du nombre de publications dans le domaine de la santé en général, mais également en ce qui concerne les pays à faible et moyen revenu, notamment les pays africains. On a quand même une tendance à la hausse classique et un peu partout du nombre de publications, et donc on est rapidement submergé. À l'échelle internationale, l'augmentation est assez hallucinante, notamment depuis la pandémie. Mais si l'Afrique compte souvent trop peu de publications en général, elle a quand même vu ces dernières années une hausse de ce nombre de publications. Alors, quand je dis l'Afrique est assez peu abordée dans les travaux scientifiques, je peux prendre l'exemple du sujet qui m'intéresse moi particulièrement, c'est celui de la question de la mise en œuvre des interventions de santé publique. Des travaux assez récents ont montré qu'à peine 4% des publications à l'échelle mondiale concernaient des contextes et des terrains africains. Et donc, ça vous montre le besoin important pour nous, vous et nous, de publier et de continuer à travailler sur ces enjeux en Afrique. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse continuer de développer les connaissances sur les publications scientifiques en Afrique. Alors, pour commencer, il y a un dicton qu'on connaît assez peu en langue française, mais les anglo-saxons l'utilisent de manière assez régulière, c'est publish or perish. Et donc le dicton dans le milieu académique et le milieu universitaire en général, c'est soit vous publiez, soit vous périssez. Autrement dit, si vous ne publiez pas, vous n'existez pas, et vous avez du mal à exister dans le milieu académique. Il y a même un logiciel ici que je vous ai mis en photo, en image de Arzing, qui a un logiciel qui vous permet de calculer un certain nombre d'indices et de travaux sur vos propres publications ou sur les publications des uns et des autres. Et vous pouvez très facilement, si ça vous intéresse, aller voir sur Internet pour voir qui publie quoi et quels sont ces différents indicateurs. Et ces gens-là qui nous disent qu'ils le publient beaucoup, le sont-ils vraiment? Donc, il y a un écosystème, une économie politique de la publication qui fait en sorte que de plus en plus de personnes publient et doivent publier pour de différentes incitations, notamment dans le milieu académique. L'un des travers que nous avons, c'est celui de l'évaluation de la recherche, où nous avons un usage relativement comment dirais-je, dévoyé de la bibliométrie. Donc la science qui vise à étudier les publications scientifiques. Et à partir du moment où un certain nombre de chercheurs peuvent gagner des postes, gagner des subventions, gagner des places et gagner de la notoriété à partir de la quantité de leurs publications, évidemment, on voit les travers que ça peut mener sur des personnes qui vont viser à publier tout et n'importe quoi au détriment parfois de la qualité. Et quand vous voyez des gens qui prétendent publier 100, 200, 300 articles par an, vous pouvez vraisemblablement vous dire qu'il y a un problème derrière cette quantité qui, humainement et scientifiquement, n'a pas beaucoup de sens. Mais une partie de ces dérives viennent de capacités d'adaptation de ces scientifiques qui, en partie, sont financés sur ces questions-là, puisque, je vous donne des exemples, hein, il y a des pays comme la Chine où les chercheurs reçoivent des primes de 10 000 à 15 000 dollars individuellement quand ils publient dans une grande revue, ou en France, des chercheurs dans des instituts hospitaliers vont recevoir des subventions et des points en termes d'argent en fonction de la quantité de publications. Et donc, vous voyez là plein de dérives. Par exemple, des chercheurs qui vont créer des fausses revues pour pouvoir publier et avoir de nombreux articles. Et ça existe pour retrouver de l'argent, mais ça existe pour avoir des promotions dans certaines instances d'évaluation que vous connaissez aussi dans la région, où on va publier entre amis pour pouvoir avoir des CO. Voilà, donc il y a un enjeu important. Je voulais aussi rentrer sur ces questions-là, sur les dérives de l'évaluation de la recherche autour de la quantification et de ce fameux dicton publier ou périr, et où il faut évidemment que les chercheurs puissent publier un minimum de travaux
pour être rigoureux et coréen, mais en même temps, il ne s'agit pas de tomber dans des travers de publication à outrance qui peuvent donc miner la qualité. Donc, je voulais vraiment attirer votre attention pour celles et ceux qui démarrent dans ce domaine, de cet enjeu de bien prendre en compte ces questions autour de la quantité par rapport à la qualité. De ce fait, ces dérives ont amené un certain nombre de défis. On voit et on pense à des scientifiques japonais qui se sont suicidés parce qu'ils ont été accusés de malversation ou de plagiat, des ministres en Allemagne en particulier qui ont été accusés de plagiat et ont dû démissionner. Ou vous voyez ici au Bénin des affaires aussi de personnes qui ont été soupçonnées et des histoires comme ça, on peut en raconter tous les jours dans tous les pays du monde. Ce n'est absolument pas propre à un continent ou un pays et ça reste une goutte d'eau dans l'océan de la recherche, mais c'est une goutte d'eau qui parfois pose des défis autour de ces questions-là. Donc c'est important de faire attention à ces enjeux quand on souhaite rentrer dans le champ de la publication. Alors, commençons maintenant dans des aspects plus techniques autour des éléments de publication. Alors, comment on choisit une revue? Évidemment, quand on veut faire une publication scientifique, il faut donc envoyer, d'abord évidemment écrire son article, mais ensuite l'envoyer dans une revue. Pour choisir une revue, il n'y a vraiment pas de norme. Mais le minimum que je suggère, c'est que vous sélectionnez une revue qui est indexée dans les bases de données. Parce que l'objectif d'une publication, c'est évidemment que vous ayez à partager vos résultats que vous pensez utiles. C'est évidemment que vous puissiez mettre cette publication dans votre CV, mais c'est aussi et surtout pour que votre article soit lu, entendu, cité par les autres. Et c'est important aussi, puisque vous savez qu'une partie des chercheurs sont évalués en fonction d'un index qu'on appelle l'index H. Alors, ça fait partie des dérives de la publication où plus ils publient d'articles et plus ils sont cités, plus ils vont avoir un index H élevé. Et même s'ils sont cités à tort ou à travers, même si leurs articles ne sont pas très très bons, leur taux va augmenter et donc ça va changer des éléments. Voilà, donc la question de l'indexation est quand même centrale. Donc au minimum, il faut que vous puissiez choisir une revue médicale ou pas, mais qui est indexée, ça veut dire qu'elle est dans les grandes bases de données. Et le minimum, ça reste la base de données Medline, que vous pouvez trouver via l'interface PubMed. Et vous allez dans cette base de données et vous allez pouvoir ainsi trouver les revues qui existent. Le troisième point, c'est le lectorat. C'est l'importance de vous demander à qui vous vous adressez et qui va lire l'article. Si vous adressez un lectorat francophone, local et médical, ce n'est pas la peine d'aller chercher de publier dans une grande revue internationale en anglais, puisque vous savez que vos collègues ne liront pas cet article en anglais qui sera difficilement accessible. Donc, ce n'est pas la peine d'aller publier si vous avez un lectorat et vous adressez à un lectorat plus local, publier dans une revue médicale locale, ça sera très très bien. Maintenant, si vous publiez dans un lectorat international, allez chercher des revues qui sont spécifiques à ce domaine. Ensuite, vous pouvez aller regarder sur le site des revues qui vous intéressent. De plus en plus de revues maintenant diffusent et mettent clairement sur leur site quel est leur taux d'acceptation d'articles. Alors évidemment, les taux d'acceptation varient beaucoup en fonction de la notoriété des articles, des revues, pardon. Donc, vous avez des revues comme, par exemple, le Lancet ou le BMJ qui acceptent à peine 4-5% des articles qu'ils reçoivent. Vous avez d'autres revues qui sont plutôt à 30 et 40%. Et puis enfin, vous avez des revues qui acceptent tout et c'est souvent un problème, on en discutera tout à l'heure. Donc, regardez sur le site des revues leur taux d'acceptation, ça vous donne une idée aussi de la chance que vous allez avoir de pouvoir publier. Ensuite, de plus en plus de revues mettent en avant également leur facteur d'impact. Et le facteur d'impact, c'est un nombre qui est attribué, une cote qui est attribuée à chaque journal, encore une fois, sur les enjeux de citation, donc le nombre de fois où des articles de cette revue sont publiés, sont cités,
par rapport au nombre d'articles qu'ils ont publiés. Encore une fois, c'est un indicateur quantitatif et de quantité et non pas de qualité. Et donc, il n'a pas de sens au plan de la quantité, mais il est parfois utilisé par certaines organisations pour classer les gens ou regarder le niveau de réputation des articles. Alors, vous avez des revues comme le Lancet ou le BMJ qui sont à 30 ou 40, et puis des revues comme la revue d'épidémiologie et de santé publique française qui sont à peine 1. Ça ne veut pas dire que la revue d'épidémiologie et de santé publique française publie des articles qui ne sont pas bons. Ça veut dire juste qu'elle publie moins d'articles et qu'on cite moins d'articles de sa revue. Mais vous avez aussi des articles très mauvais dans le Lancet et dans le BMJ. Rappelez-vous le scandale de l'article publié au début de la pandémie Covid dans la fameuse revue de Lancet. Voilà, donc le facteur d'impact est parfois utilisé par certains chercheurs pour sélectionner leur revue. Vous pouvez aussi choisir la revue si vous ne connaissez pas trop le champ et vous ne savez pas trop où publier. Regardez la liste des références des articles qui vous intéressent le plus. Vous avez vu deux, trois articles qui vous semblent super intéressants et correspondent parfaitement à ce que vous aimez ou ce que vous voulez faire. Alors, allez publier dans la revue qui publie sur ce sujet-là. Ça va vous donner une idée intéressante de là où vous publiez. Et en même temps, vous pouvez vous assurer que c'est une revue qui s'intéresse à votre sujet. Enfin, dernier point, c'est ce qu'on appelle les APC. Alors, les APC, c'est Article Processing Charge. C'est quelque chose d'assez nouveau. C'est le fait de payer pour que vous puissiez avoir les droits de publication sur les articles et que ces articles soient en accès libre aux autres. Attention, je n'ai pas dit qu'il s'agissait de payer pour publier. On ne paye jamais pour publier, ça n'existe pas. Si on vous demande de payer pour publier, c'est que c'est une fausse revue, ou ce qu'on appelle une revue prédatrice. Ici, il s'agit de payer pour garder les droits, vos droits d'auteur, et faire en sorte que votre article soit accessible à tous en ligne gratuitement. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas abonnés à des revues, vous n'êtes pas dans des institutions académiques, et donc vous n'avez pas accès à ces revues qui sont payantes par abonnement. Par contre, vous avez accès aux articles qui sont en accès libre, open access. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé les droits d'accès à cette publication. Ce paiement des droits d'accès peut se faire soit par vous en tant qu'auteur, soit par votre institution de recherche, soit parce qu'il y a des accords entre votre institution et certaines revues scientifiques, soit parce que pour vous, notamment aujourd'hui les gens qui sont autour de la table, vous êtes dans des pays à faible revenu et ces revues ont des accords spécifiques qui vous permettent de pouvoir publier dans leur revue sans le paiement de cette fameuse charge qu'on vous demande. Voilà, donc c'est aussi important de comprendre que les articles en accès libre vont donc avoir plus facilement de lecteurs et seront plus facilement lus et donc cités. Alors, quand on parle d'accès libre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types d'accès libre. Alors, vous avez l'accès libre qui est, comment je vais traduire ça, delayed, qui est sur un délai. C'est-à-dire qu'il y a des revues comme Health Affairs, par exemple, qui va vous dire votre article, nous l'acceptons, nous le publions dans notre revue, il n'est pas en accès libre tout de suite, mais dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tout le monde aura accès gratuitement à l'article. Donc, comme ça, eux, ils gardent un droit d'auteur pendant le temps qu'ils décident et ensuite, ils passent à l'accès libre. Vous avez ce qu'on appelle l'accès libre vert, où là, on va vous autoriser à publier dans un site votre publication, même si vous n'avez pas payé. Vous avez des revues qui s'appellent des revues hybrides, où l'accès libre est hybride, c'est-à-dire que ce sont des revues pour lesquelles il faut quand même s'abonner, mais pour lesquelles vous allez payer la PC et qui va faire en sorte que l'article que vous avez payé est en accès libre à tous. En revanche, pour les autres articles pour lesquels les auteurs n'ont pas payé l'APC, ils restent accessibles uniquement sur abonnement et pas à tous. Et enfin, vous avez l'accès libre Gold, donc d'or, qui lui fait en sorte que tous les articles de toutes ces revues
sont en accès libre gratuitement pour tout le monde partout. Certaines avec un APC, comme les revues de PLOS, Lancet, BMC, BMJ, Global Health, ou des revues comme le bulletin de l'OMS qui, lui, ne demande aucun paiement pour que ces articles soient en accès. Par contre, les autres revues, PLOS, Lancet, Global Health, là, il faut payer pour que votre article soit en accès libre pour tous. Mais tous les articles sont de cette manière, c'est pour ça qu'on appelle ça Gold. Si vous voulez choisir un article ou une revue en accès libre et que vous ne savez pas encore exactement comment le faire, vous pouvez aller dans ce répertoire sur site internet DOAJ, où vous allez taper des mots-clés ou taper des noms de revues et vous allez pouvoir tout de suite voir quelles sont les revues qui existent, les articles qui existent et vous allez pouvoir choisir ensuite tranquillement la revue qui vous intéresse. Évidemment, attention, ces APC sont très chers. On parle de 2 000, 3 000, parfois 5 000 $ si vous publiez dans le Lancet. Donc, ce sont des paiements qui sont assez excessifs et qui peuvent être très onéreux. Donc, vous voyez, vous voulez publier dans PLOS Medicine, vous devez payer 3 500 $. Vous publiez dans PLOS Pathogène, vous payez 2 650 $. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous payez que vous allez publier. Vous allez payer ce montant uniquement à la fin du processus d'évaluation de votre article. Et une fois que votre article a subi toutes les évaluations de tous les pairs et qu'il a été accepté par le comité éditorial de la revue, là, on va vous dire, OK, maintenant, votre article, vous allez payer et il sera en accès libre. Si vous ne payez pas, vous ne pourrez pas le publier puisque c'était une condition que vous avez expliqué avant de soumettre qu'il fallait payer. Dans certains domaines, si vous êtes, vous, relié à des institutions académiques, il y a des réductions qui sont fournies quand vous êtes membre d'une certaine société savante ou que vous êtes membre d'une université ou d'un centre de recherche. Il y a parfois des négociations autour de ces tarifs. Les tarifs les prix peuvent être énormes. Hein. On a fait une étude il y a pas longtemps avec des collègues sur le domaine de la santé mondiale. Et on a retrouvé plus de 600 articles entre 2010 et 2014. Et vous voyez, les tarifs moyens variaient entre 2 700 et 3 000 $ en fonction du type d'open access. Donc, on est à des tarifs qui sont quand même très, très importants. Il faut vous le dire assez clairement. Par contre, je vous le répète, il y a pour vous la possibilité, pour ceux qui sont dans ces pays listés ici par l'initiative Research for Life, des pays pour lesquels ça va être cadeau. Vous n'allez pas payer, il y a une subvention à 100% pour les articles qui viennent de tous les pays dont j'ai mis ici la liste. Alors, je pense qu'il n'y a personne d'Afghanistan, mais je suis sûr qu'il y a des gens du Burkina et du Bénin et d'ailleurs. Et donc, pour vous, si vous êtes des chercheurs, étudiants, médecins, cliniciens de ces pays-là, quand vous soumettez un article dans cette revue, vous n'aurez pas à payer cette APC que moi, en tant que Français canadien, je devrais payer, et ce qui est assez logique puisque j'aurai les moyens autour de ces enjeux. Voilà, donc je voulais faire un point sur les questions de l'APC. Je voudrais maintenant faire un deuxième point qui est important et qui vient de ces dérives du monde de la recherche, mais dérive aussi de ce mode de financement où il s'agit de payer pour que vous puissiez avoir les droits d'accès et ensuite que les accès libres soient présents. C'est qu'à partir de ce moment-là, ça existait avant, mais ça a été ensuite, ça s'est diffusé de manière très, très large. C'est le fait qu'il y a des arnaqueurs un peu partout sur la Terre, sur la planète, et que des gens intelligents ont compris qu'ils pouvaient certainement gagner de l'argent avec les publications. Et donc, c'est ce qu'on appelle les revues prédatrices. Alors, vous avez un monsieur qui s'appelle Dell, qui a créé une liste pour laquelle je vous ai mis ici un site, mais ce monsieur s'est arrêté de la faire parce qu'il a eu des attaques et plein de problèmes avec plein de maisons d'édition. Donc, il a arrêté, mais d'autres ont continué à travailler autour de ça. Et donc, il existe aujourd'hui un phénomène mondial de revues prédatrices qui vont vous demander de payer pour publier ou qui vont vous faire croire
que en payant, vous allez publier facilement. Et en effet, si vous regardez les articles qui sont publiés dans ces revues, vous allez voir que ce sont des gens qui vont publier en un mois, en 2 mois leur papier, alors que notamment, habituellement, ils font 1 an ou 2 ans. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'évaluation, vous allez voir, etc., etc. Et donc, l'article a l'air d'être un article scientifique, tout a l'air très, très bien, mais on sait que c'est une fausse revue et malheureusement, les responsables de l'évaluation des chercheurs ou ceux qui donnent des promotions, soit ne le savent pas, soit baissent la tête et laissent passer ces enjeux-là. Et c'est aujourd'hui un problème très, très, très important. Il y a aussi la même chose dans le monde de l'édition scientifique, pas des revues, mais des livres. Les éditions européennes, par exemple, sont assez connues pour être une de ces maisons d'édition prédatrices. Donc, il faut vraiment faire attention, toutes et tous, à ces maisons d'édition prédatrices, à ces revues prédatrices. Évidemment, si vous le savez, vous pouvez très bien décider de publier dans ces revues parce que vous allez publier facilement, personne ne vous dira rien, vous allez payer 50, 100 dollars, 200 dollars, vous allez être sur Internet, vous allez avoir un bel article. Simplement, vous perdez de votre crédibilité et vous perdez de votre crédibilité à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle locale. Et donc, ce n'est pas forcément bien pour vous. Je vous ai mis ici à droite un site de l'université en Belgique qui vous permet de suivre, et je vais vous donner un lien tout de suite après, qui vous permet de vérifier que l'article, que la revue que vous avez choisie n'est pas une revue prédatrice. Voilà, donc c'est un site internet qui est très intéressant, qui a été fait par des collègues donc en Belgique, et il vous suffit d'aller cliquer dessus et vous verrez, il y a de multiples questions qui vont vous permettre de vérifier que votre revue est une revue prédatrice ou pas. Et je vous conseille de vérifier ça avant de choisir votre revue, puisque on estime qu'il y avait plus de 10 000 fausses revues en 2018 et il y a des chances que c'est largement augmenté. Donc, dans les diapositives que je vais vous envoyer après la présentation aujourd'hui, vous pourrez avoir ces liens. Je vous ai mis ici quelques liens pour suivre cette question des revues prédatrices et vous assurer que là où vous allez publier sont des revues sérieuses. Alors, maintenant, comment publier et comment ça fonctionne? J'imagine que beaucoup d'entre vous sont au courant du mode de fonctionnement et je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais cet algorithme des étapes du processus, je ne vais pas non plus aller dans les détails. Je vous conseille notamment de lire cet ouvrage qui est un peu ancien, mais très intéressant et très didactique sur la manière dont on fait de la communication scientifique et dont on écrit des articles. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez rédigé votre article, donc d'abord, pour commencer, vous avez votre idée, votre question de recherche, vous rédigez votre article. Mais en même temps que vous rédigez votre article, il faut choisir la revue. Parce que la manière dont vous allez rédiger votre article devra être nécessairement adaptée aux consignes de la revue. Donc, une fois que vous avez choisi votre revue, vous allez sur le site de la revue. Sur le site de cette revue, vous allez pouvoir regarder les consignes aux auteurs. Et les consignes aux auteurs vont vous donner des normes très précises sur la manière d'écrire. Quelles sont les références que vous devez utiliser? Quel est le logiciel de référence que vous devez utiliser? Est-ce que c'est Zotero? Est-ce que c'est EndNote? Quelle est la forme des références? Combien de mots vous avez le droit pour publier dans les revues médicales? C'est généralement entre 2000 et 3000, maximum 3500 mots. Donc, 3500 mots. Une page interligne simple, ça fait 500 mots. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas écrire beaucoup de mots dans un article scientifique. La revue va vous dire il faut une introduction, il faut une méthode, il faut etc., etc. Et donc, tout ça va vous aider à structurer votre article. Une fois que vous avez rédigé votre article, que vous l'avez fait lire par plusieurs autres collègues avant de l'envoyer, pour vous aider, vous allez l'envoyer à la revue. La revue a un rédacteur ou une rédactrice en chef qui va recevoir votre article. La première chose qu'elle va faire ou qu'il va faire, c'est de vérifier que votre article a été mis en forme en suivant les consignes de la revue.
Si ce n'est pas mis en forme en suivant les consignes de la revue, elle va vous renvoyer l'article, elle ne va même pas le regarder. Elle va vous dire, s'il vous plaît, faites votre travail, mettez en forme l'article. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, quand le rédacteur ou la rédactrice va recevoir votre article, elle va vérifier que ce que vous faites, ce que vous publiez, ce que vous voulez publier est original et nouveau. Donc, dans la lettre que vous devez associer à votre publication, vous devez expliquer assez clairement pourquoi vous avez choisi cette revue et pas une autre, et qu'est-ce qui fait que votre article est suffisamment original pour mériter une publication. Donc, il faut être très court, très synthétique, mais très spécifique pour que vous puissiez séduire finalement les rédacteurs et les rédactrices pour qu'ils acceptent de recevoir votre article. Une fois qu'ils ont accepté de recevoir votre article, ils vont décider d'envoyer votre article à plusieurs évaluateurs externes, plusieurs lecteurs critiques de votre article. En fonction des revues, le minimum, c'est toujours au moins 2. Maintenant, parfois, c'est 3, parfois c'est 4, parfois même c'est 4 plus un statisticien. Ça dépend beaucoup des revues, de la qualité des revues, du temps des revues. Et en ce moment, à cause de Covid et à cause de l'explosion de la publication scientifique, c'est de plus en plus difficile d'avoir des évaluateurs, surtout que tout ce processus d'évaluation, il est évidemment gratuit et bénévole. Il y a quelques revues exceptionnelles qui donnent un peu d'argent pour évaluer, mais c'est vraiment exceptionnel. J'en connais quelques-unes, mais sinon, la plupart du temps, c'est un travail bénévole que vous devez faire, qui fait partie de votre tâche académique pour ceux qui sont dans ce milieu-là. Donc, c'est difficile de trouver des gens qui veulent travailler bénévolement pour faire trop d'évaluation. Une fois que c'est… Donc déjà, il y a un premier temps qui est très long pour les éditeurs des revues, c'est de trouver des gens qui acceptent d'évaluer l'article. Donc, il faut trouver des gens qui connaissent le sujet, mais aussi qui ne sont pas en conflit d'intérêt avec les auteurs de l'article. Ensuite, les évaluateurs et les évaluatrices de votre article vont rédiger un rapport qui est plus ou moins long, plus ou moins court en fonction des revues, en fonction de ce qui est demandé, et qui vont décider est-ce que l'article est acceptable en l'état, ce qui est quasiment jamais le cas. Est-ce que l'article est acceptable mais avec des modifications mineures? Est-ce que l'article est acceptable mais avec des modifications majeures? Est-ce que l'article n'est pas du tout acceptable, on le rejette? Chacun des évaluateurs, évaluatrices va proposer ses recommandations à l'éditeur ou l'éditrice en chef de la revue qui, en fonction de la réception de ces articles, de ces évaluations, va décider si elle vous demande de faire une nouvelle version, d'améliorer votre article avec des modifications mineures ou majeures, ou si elle vous dit, on est désolé, votre article est très bien, mais les évaluations ne sont pas assez bonnes, on ne retient pas votre article, et dans ce cas-là, vous allez recevoir les évaluations et vous allez recevoir un refus. Ce qu'il faut surtout faire, s'il vous plaît, si vous avez envoyé votre article et qu'il est refusé, vous ne baissez pas les bras. Vous lisez tranquillement ce que les gens vous ont dit, vous fermez votre ordinateur, vous allez marcher, vous prenez un week-end et la semaine suivante, vous y remettez. Vous ne lâchez pas, vous reprenez votre article, vous améliorez votre article à partir des évaluations et vous le resoumettez dans les jours qui suivent à une autre revue. Parce que sinon, vous allez laisser votre article dans l'ordinateur et vous allez l'oublier parce que vous allez être fâché et parce que vous allez voir souvent les évaluations qu'on vous fait. Parfois, les gens ne sont pas gentils et c'est une des dérives aussi qu'on a dans ce milieu-là, c'est que les évaluateurs sont souvent plus stricts vis-à-vis des autres que vis-à-vis d'eux-mêmes et ils ont tendance à vous dire que vous ne savez rien et qu'ils savent tout. Donc, il faut prendre ça avec beaucoup de distance, beaucoup d'humilité et retravailler votre article et le resoumettre très, très longtemps après. Pour pallier ce problème de lecture critique externe, de plus en plus de revues ont décidé d'essayer d'ouvrir l'évaluation externe. C'est-à-dire que de plus en plus de revues ont choisi que l'évaluation n'est pas en aveugle. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que les revues envoient votre article à des évaluateurs externes et ces évaluateurs externes ne voient pas le nom des auteurs, donc ne savent pas le nom des auteurs. Mais aussi, les auteurs, quand ils reçoivent les évaluations, ils ne voient pas le nom des évaluateurs ou des évaluatrices de l'article. Mais souvent, on se dit que quand tout est anonyme, ça prête
vraiment à des lectures trop critiques et pas constructives et parfois dogmatiques. Et donc maintenant, quelques revues sont en train d'ouvrir en disant on va tout ouvrir. Les évaluateurs savent qui sont les personnes qui ont écrit l'article et en même temps, les auteurs de l'article savent quels sont les noms des personnes qui ont évalué l'article. Et du coup, comme vous savez que votre nom est public, vous faites plus attention à la manière dont vous écrivez et dont vous évaluez les articles des autres et vous êtes plus constructif et que vous avez des arguments scientifiques quand vous décidez qu'un article n'est pas bon, vous l'exprimez sur des formes scientifiques et non pas sur d'autres formes. Voilà, donc une fois que vous avez reçu ces évaluations des personnes extérieures, vous révisez votre article, vous le renvoyez à la revue, et là, la revue, les éditeurs de la revue décident soit de le renvoyer de nouveau pour un deuxième tour aux évaluateurs pour vérifier que les corrections que vous avez faites correspondent à ce qui était attendu. Si ces évaluateurs disent OK, ils vont accepter. Si ces évaluateurs peuvent aussi vous dire non, vous n'avez pas compris, c'est pas ça que je voulais, il faut encore changer. Et là, vous pouvez avoir un deuxième tour de révision. Voilà, donc ça peut durer comme ça 2 ou 3 fois. Ça peut être très très long et parfois, même à la fin, on peut vous refuser malgré tous les changements. Mais vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec le refus, faire appel à la revue. Nous, on l'a fait une fois dans une publication qu'on avait soumise au bulletin de l'OMS où, après de nombreuses révisions, on nous avait refusé, mais on n'était pas d'accord et on pensait qu'il se trompait. Et donc, on a fait appel. Et l'appel est remonté et finalement, on a gagné et ils ont accepté de publier l'article. C'est assez rare ici, mais juste pour que vous puissiez être au courant que ça existe. Alors, voilà un exemple de la manière dont on répond à des évaluateurs d'un article. Je vous l'ai laissé là en anglais puisque l'article, et c'est un article qu'on est en train de travailler avec des collègues, donc c'est un des articles que j'ai écrit, donc je n'ai pas de problème à vous le partager. Vous voyez, en noir, ce sont les réponses des évaluateurs. Et ce qu'on fait, c'est que systématiquement, sous chacun des commentaires des évaluateurs, on répond. Et on répond de manière polie, mais aussi on répond de manière argumentée. Et si les évaluateurs vous disent quelque chose qui ne vous plaît pas, ou que vous pensez qu'ils ne sont pas justes d'un point de vue scientifique, vous lui expliquez simplement ah, on a bien compris ce que vous dites, mais on est désolé, on ne change pas notre article parce que ce que vous dites n'a pas de sens, parce que ça, ça, ça. Mais il faut justifier. En revanche, évidemment, il y a un peu de stratégie dans la manière de répondre aux évaluateurs. Il faut essayer de leur dire oui le plus souvent, sans non plus dévoyer votre article. Voilà, donc il faut répondre point par point, sans omettre aucun élément pour que vous soyez sûr de bien répondre à tous les éléments et de bien expliquer ce que vous avez changé dans l'article. Et donc, quand vous renvoyez votre article à la revue, vous avez d'une part votre article avec le suivi des modifications et d'autre part une réponse aux évaluateurs où vous mettez en exergue, comme je le fais ici, les réponses aux évaluateurs. Alors, certains font des tableaux avec à gauche les évaluations et à droite vos réponses. Moi, je le fais comme ça au fur et à mesure, mais chacun fait comme il veut. Si vous voulez vous former et si vous voulez apprendre de la manière dont on peut faire des évaluations d'articles et comment vos articles sont faits, je vous conseille d'aller dans des revues. Par exemple, ici, vous avez les revues de BMC. Vous avez plusieurs articles qui ont décidé, vous voyez, dans plusieurs revues du groupe BMC, de faire en sorte que les évaluations par les pairs soient ouvertes. Ça veut dire qu'elles soient ni anonymes et elles sont publiques. Donc, non seulement votre article est accessible à tous, mais les évaluations de votre article sont aussi accessibles à tous. Alors, si vous allez par exemple sur cet article, et j'ai pris un article de mon équipe, comme ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez ici Open Peer Review Report, la petite flèche. Donc, si vous cliquez dessus quand vous allez sur le site, vous allez voir ici, sur l'article qu'on a publié sur les migrants à Montréal, que nous avons eu 3 évaluations de 3 personnes différentes qu'on a reçues le 16 septembre, le 19 septembre et le 21 septembre. Donc, vous voyez les noms ici, Pavlina, Lorraine, Nazmoul Karim. Ces 3 personnes que je ne connais pas ont fait des rapports sur notre article. Et en dessous, le 24 octobre, vous voyez Margot Fett,
qui est une de mes anciennes étudiantes, qui était la première auteure de l'article, a répondu à chacun des points de ces 3 reviewers. Ce qui est important de regarder ici, c'est un, vous pouvez aller cliquer dessus pour voir comment les gens font des évaluations, mais deux aussi, vous voyez que nous avons mis 1 mois pour répondre aux commentaires, et donc c'est assez rapide, et c'est pour vous dire qu'il faut répondre assez rapidement pour être sûr que ça se passe. Vous voyez, après la soumission originale, on a eu de nouveaux rapports de ces mêmes personnes qui évaluaient de nouveau là. Et de nouveau, on a dû leur répondre si oui ou non, comment on faisait. Et vous voyez, finalement, l'article a été publié le 26 février 2019. Donc, entre le 7 août 2018, où nous avons envoyé l'article, et le 26 février 2019, où il a été publié, il y a eu tout ce processus assez long de discussion entre les différents évaluateurs de notre article autour de ces questions-là. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez voir ça, ça vous donnera des idées de la manière dont ça marche. Ce qui est intéressant aussi, avec les nouvelles publications, les nouveaux systèmes dans les publications, et notamment ces publications en accès libre, c'est une nouvelle démarche qui utilise les réseaux sociaux et les médias sociaux pour faire des statistiques alternatives de la publication. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces index H et facteurs d'impact qui sont des très anciens systèmes, mais vous avez maintenant dans les revues ce qu'on appelle des altmétriques. Alors, je vous ai mis ici un exemple d'un article qu'on a publié avec de nombreux collègues il y a 2 ans sur le fameux financement basé sur les résultats. Et l'idée, ce n'est pas de parler de ça aujourd'hui, mais de vous montrer en bas à gauche les statistiques qui vous montrent comment cet article a été diffusé largement et comment il a été tweeté, référencé, etc., etc. C'est une manière aussi pour vous, quand vous publiez des articles, de faire le suivi de la notoriété finalement de vos publications et de voir si votre article a été utilisé et cité, parce que on est toujours très content quand notre article est utilisé par les autres, même si parfois c'est pour le critiquer. Au moins, vous partagez vos idées et ça peut être très utile de pouvoir développer là-dessus. Alors, la structure d'un article, j'y reviens pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Introduction, méthode, résultat, discussion, c'est assez classique, c'est la méthode qu'on appelle IMRED. Et si ça vous intéresse de suivre ça en détail, je vais vous donner également tout à l'heure un lien pour aller voir un MOOC que l'IRD a développé sur comment on écrit des articles scientifiques avec le statut le résumé de type, le plan de type IMRED. Et je pense que c'est un MOOC qui pourra vous intéresser largement. Et si vous suivez bien les consignes aux auteurs des revues, ça se passera, je pense, très bien. Je termine par 2-3 éléments importants dans la manière dont on fait de la recherche et dont on publie sur, non pas ce qu'on appelle l'éthique de la recherche, mais ce que j'appellerais, et ce qu'on appelle au Québec en particulier, la conduite responsable de la recherche. La manière dont on fait de la publication est aussi au cœur de la conduite responsable de la recherche. Et dans la politique de conduite responsable de la recherche qui existe au Québec et qui date de 2014, qui a été développée un petit peu plus également récemment, ils ont fait une liste de manquements à l'intégrité en recherche et je voulais en particulier mettre l'accent ici sur ces enjeux de publication. Donc, vous voyez, d'abord, la fabrication ou la falsification des données est un manquement à l'intégrité de la recherche et écrire des articles à partir de fausses données, évidemment, est un manquement majeur à l'intégrité de la recherche. Je vous rappelez très, très bien tous, j'imagine, ce fameux article sur Covid dont j'ai parlé tout à l'heure, publié dans le Lancet. Mais un élément central et un défi que nous avons dans toutes les universités du monde, c'est le plagiat. C'est le fait de plagier un auteur, de plagier un collègue, de plagier un étudiant sans citer ses sources et en faisant des copier-coller sur Internet. Aujourd'hui, c'est un phénomène majeur de toutes les disciplines, de toutes les universités du monde, où on voit que grâce à Google et grâce à Internet, c'est facile d'avoir accès à tout. Et donc, on voit de plus en plus des gens qui font des copier-coller sans citer leurs sources. Et le plagiat est un enjeu majeur pour la publication scientifique. Donc, soyez prudents avec ça.
vérifiez avec qui vous travaillez, vérifiez que vous citez bien vos sources. Sachez maintenant qu'il existe de multiples logiciels de plagiat qui sont très efficaces, où on arrive très facilement à reconnaître le plagiat des uns et des autres, et ça peut être assez dramatique pour la carrière des chercheurs et des étudiants. Et la republication est aussi un manque d'intégrité à la recherche. Quand vous avez déjà publié votre article dans une revue, vous ne pouvez pas la soumettre dans une autre revue. Vous ne pouvez pas non plus soumettre votre article en même temps dans plusieurs revues. Ça ne se fait pas. Personne ne va vous vérifier ça, mais ça ne se fait pas. C'est contre l'intégrité de la recherche. Vous ne pouvez pas non plus euh, soumettre une communication dans un colloque et soumettre la même communication dans un autre colloque 6 mois après pour parler de la même chose. Ce sont des manquements à l'intégrité de la recherche et ça ne se fait pas. L'autre élément, c'est la fausse paternité, c'est le fait que vous attribuez le travail d'un autre. Ça aussi, ça pose un problème important quand on voit des profs qui vont prendre des travaux des étudiants ou des chercheurs qui vont prendre des travaux des assistants de recherche sans les citer ou s'attribuer la propre paternité du travail. Ça aussi, c'est un manquement à l'intégrité de la recherche ou la mention adéquate. Ça, c'est important. Et dans le domaine médical, mais dans tous les domaines, la gestion des conflits d'intérêts est vraiment centrale. Aujourd'hui, il faut déclarer tous les conflits d'intérêts dans vos articles scientifiques. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes financé par une industrie pharmaceutique ou parce que vous êtes membre de telle ou telle équipe, votre recherche n'est pas bonne. Ça veut juste dire qu'il faut être transparent et simplement dire et déclarer vos liens d'intérêt pour qu'on puisse comprendre que votre article peut éventuellement ou pas être impacté par ce type de processus. L'une des manières de gérer ces problèmes dans les équipes de recherche, c'est de rédiger ce qu'on appelle une politique de publication. Je vous donne ici un exemple d'une politique de publication dans une équipe de recherche que je coordonne avec une collègue canadienne qui s'appelle Hospi Covid. Donc, je vous ai mis ici le lien du site internet si ça vous intéresse. C'est un projet de recherche sur plusieurs pays où on essaye de regarder la manière dont les hôpitaux ont été résilients à la pandémie de Covid. Et comme on est des dizaines de chercheurs, avec des dizaines d'assistants de recherche et d'étudiants, on peut très très vite avoir des problèmes au niveau de la publication scientifique. Et j'ai eu plein d'expériences assez malheureuses avant dans des programmes de recherche. Et donc, maintenant, systématiquement, c'est la première chose que je fais dans un programme de recherche, c'est que je propose aux collègues de se mettre d'accord sur une politique de recherche où on va, dans ce document simple qui fait 2, 3, 4 pages, définir les règles de publication, qui a le droit d'être auteur, qui n'a pas le droit d'être auteur, qui est responsable de quelle thématique, comment on publie, comment on circule l'information, etc., etc. Au moins, une fois que vous dites les choses comme ça, les choses sont claires, vous pouvez vous y référer, parce que sinon les gens vont rapidement oublier au fur et à mesure des mois, ils vont publier des articles, mais ils vont oublier qu'il faut associer tel ou tel auteur dans les publications, ou ils vont mettre des auteurs qui ne sont pas du tout impliqués. Bref, il y a plein d'histoires autour de ces questions-là. Les enjeux de signature des articles est vraiment central dans la publication. Et là, je vous donne un exemple, et je pourrais vous partager cette politique sans problème, et vous pouvez l'adapter si vous voulez à vos équipes. Donc, c'est important quand vous avez d'anticiper les conflits. Il y a toujours des conflits dans les équipes quand il s'agit de publier, de savoir qui est auteur de quoi et quel est l'ordre des auteurs. Et donc, c'est important d'anticiper ça et d'en parler sereinement. Nous avons publié également il y a quelques années, donc en 2016, un article où on a réfléchi à la manière dont on a produit cette politique à l'interne d'un programme. Et donc, je vous renvoie ici à cet article si ça vous intéresse. Il est en français et en anglais, où on a défini très clairement qui pouvait publier quoi, comment on pouvait publier et comment ça fonctionnait, de manière également, comme je le disais tout à l'heure, à éviter les conflits d'intérêts et éviter les publications. Et dans cette politique
On a abordé à la fois les enjeux de données, de conservation des données, qui a droit aux données, comment vous les conservez, comment on peut les utiliser. Je ne rentre pas ici dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, on est plus sur les publications. On a également une partie qui est sur l'accès et l'utilisation des données, qui a accès aux données et comment ça fonctionne. Mais surtout, on a une partie de la politique sur la question de la signature. L'un des problèmes qu'on a beaucoup dans le milieu scientifique et dans le domaine de la santé souvent en particulier, c'est ce qu'on appelle des auteurs fantômes, ghost authors. Ce sont des gens qui ont leur nom dans un article alors qu'ils ne devraient pas avoir leur nom. On met leur nom parce que, pour des raisons de pouvoir, pour des raisons d'habitude, pour de multiples raisons, on va mettre leur nom dans la liste des auteurs alors que normalement, ils n'ont rien à y faire. Alors, vous voyez ici, ils ont fait une étude sur des auteurs qui avaient publié dans les 4 grandes revues médicales, le JAMA, le Canadian Medical Association Journal, le Lancet et le BMJ. Et la moitié des gens avouaient que dans leur vie, il y avait eu des auteurs fantômes dans les articles qu'ils avaient publiés. Donc, vous voyez, c'est un phénomène majeur, d'ampleur, dont personne ne parle beaucoup, puisque c'est évidemment un sujet délicat, mais c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps pour éviter d'avoir des problèmes ensuite. Alors, évidemment, c'est un enjeu de pouvoir qui est clair. Qui signe quoi, qui est premier auteur, qui est dernier auteur, qui est au milieu, comment je répartis ces choses-là. C'est vraiment quelque chose d'important. Vous voyez, il y a très peu de données là-dessus. Dans un article qui est paru il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui ont fait un travail sur les publications des thèses dans le département de dermato entre 1990 et 2016 au Togo. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les 41 thèses qui ont été réalisées sur cette période, 28 ont été publiées sous forme d'articles scientifiques, mais une seule, c'est l'étudiant qui était le premier auteur de l'article. Ça veut dire que dans tous les autres articles publiés sur la base de la thèse des étudiants, donc on parle de thèse de médecine ici, pas de thèse de sciences, mais de thèse de médecine, ce n'était pas l'étudiant qui a fait le travail et qui était le thésard, qui était le premier auteur de l'article. Ça montre très très bien, comme exemple, ce défi-là. Et évidemment, je prends l'exemple ici du Togo parce que c'est les données que j'ai sur cet article qui a été publié l'an dernier, mais je pourrais prendre le même exemple en médecine en France, au Canada ou ailleurs, ça n'a rien de spécifique au contexte africain. Donc, comment on décide de qui est auteur? Comment on décide de qui a le droit de signer un article ou pas signer un article? Il y a plein de méthodes, c'est très différent d'une discipline à l'autre. Les gens en sociologie, en médecine, en ingénierie fonctionnent de manière très, très différente. Dans le domaine de la santé en général, la plupart du temps, on utilise ces critères qui ont été proposés par toutes les revues médicales. Pour être un auteur, il faut répondre à ces 4 critères qui sont ici précisés. Pour être auteur, ça veut dire que votre nom est sur l'article. Il faut d'abord avoir fait une contribution substantielle à la conception ou au design, au devis de l'étude, ou à l'acquisition et l'analyse des données, ou l'interprétation des données. Donc là, le mot-clé, c'est la contribution substantielle. Quelqu'un qui a uniquement collecté les données, normalement, ne peut pas être un auteur de l'article. Quelqu'un qui a uniquement prêté son laboratoire ne peut pas être un auteur de l'article. Il faut pas uniquement acquérir des données, il faut aussi participer à l'analyse. Attention, ça veut aussi dire qu'il faut que nous, en tant que chercheurs, en tant que de personnes qui vont publier des articles, il faut aussi donner l'opportunité aux autres de participer à cette analyse de données, puisqu'après, ça serait trop simple de les mettre de côté. Donc ça, c'est la question de la contribution essentielle. Le deuxième point, il faut écrire la première version ou relire et réviser en apportant une contribution critique intellectuelle. Une personne qui va relire un article en changeant 3 mots et en corrigeant 2 fautes d'orthographe n'apporte pas une contribution critique intellectuelle à votre article, ne mérite pas, sur la base de ce principe, d'être co-auteur de l'article. Troisièmement, il faut que la personne approuve la version finale pour publication. Il faut demander l'approbation de tous les co-auteurs avant de soumettre votre article. Si vous ne l'avez pas fait, c'est une faute
Et ces personnes pourraient ne pas être contentes, puisque le quatrième critère, c'est que lorsque vous êtes un co-auteur d'un article, vous êtes garant de tous les aspects du travail. Vous êtes garant de l'intégrité et de la pertinence de l'étude. Ce n'est pas juste le premier auteur ou juste le patron qui est garant, c'est toutes les personnes qui signent. Donc, il faut que vous assurez que ce qu'il y a dans le papier, dans l'article, tient la route. Si vous ne le faites pas, si votre nom est dans l'article, vous êtes aussi responsable de ça. Voilà, donc ces 4 éléments. J'insiste sur la question de la contribution substantielle. Une personne qui fait que de la collecte de données ne peut pas être auteur d'un article, mais en même temps, si vous ne lui donnez pas l'opportunité de participer à l'analyse et à l'écriture, elle ne pourra pas l'être. Et donc, ce n'est peut-être pas très, très juste. Donc, il faut aussi vous donner les moyens de donner ce temps-là à la publication. Évidemment, on a tous des temps de travail différents et c'est important de prendre en compte ces enjeux. Et donc, dans la politique de publication que je vous ai citée tout à l'heure, voici la liste de ce qu'on appelle la paternité, donc l'authorship ou la signature autour de ces questions-là, où nous avons dit que toutes les personnes qui sont désignées comme auteurs dans une production scientifique doivent respecter les 4 critères, et ceux qui respectent ces 4 critères sont des auteurs. Ceux qui ne respectent pas ces critères, qui ont contribué à l'étude, sont mentionnés dans les remerciements. Donc, à la fin d'un article, vous avez une section remerciements. On va mettre les remerciements, les noms des personnes qui ont participé à l'article. Enfin, ces critères ne peuvent pas dénier le droit à certains d'être auteurs d'une production. En cherchant à ne pas les impliquer ou ne pas leur donner l'opportunité d'être associés aux étapes 2 et 3, aux fameuses étapes d'écriture et de relecture. Ça veut dire qu'il faut que vous donniez aussi les moyens de faire en sorte que les gens puissent participer. Après, si les gens ne participent pas, ne relisent pas, ne vous donnent pas d'apport intellectuel et critique de l'article, c'est leur problème, mais ils ne pourront pas vous dire que vous n'avez pas été en mesure de les associer à l'article. Évidemment, comme tout le temps, ces critères, ces 4 grands critères qui existent depuis très longtemps, sont discutés et débattables. Vous avez ici un article de Seye Abimbola, qui est un collègue du Nigeria, qui est l'éditeur de BMJ Global Health, qui, avec une autre de ses collègues, nous disent également qu'il faut faire attention à la manière dont on utilise ces critères et que souvent, dans des recherches avec des partenariats internationaux, où les enjeux de pouvoir entre le Nord et le Sud sont souvent exacerbés, on a parfois des stratégies qui font en sorte qu'on peut être exclu de ces processus et de ces critères et qu'il faut vraiment faire attention à le faire. On voit encore très souvent des articles publiés, je ne sais pas, par exemple, sur les migrants au Sénégal, dont les auteurs sont uniquement des non-sénégalais, ce qui pose plein de problèmes sur la manière dont ça a été fait. Et donc, l'une des propositions faites par des auteurs dans la revue Anesthesia, reprise par cet éditorial de Seye Abimbola, c'est de dire on va demander maintenant de manière systématique aux auteurs qui publient sans les partenaires des pays concernés par la publication d'écrire à la fin de leur article un espèce de plan de rédaction, de statement, de déclaration, pardon, je vais chercher le mot en français, de déclaration où ils vont réfléchir à expliquer pourquoi ils n'ont pas été en mesure d'impliquer leurs partenaires du pays concerné dans le processus d'écriture et de publication, de manière à ce qu'ils puissent aussi, eux, réfléchir à ça et rendre explicite ce processus. Voilà la liste. Je ne vous la lis pas parce qu'elle est trop longue, mais vous pourrez la retrouver sur Internet et dans les documents que je vais vous donner, où on demande à ces auteurs qui n'auraient pas été en mesure d'impliquer des chercheurs des pays concernés de réfléchir à la manière dont ils ont conceptualisé, géré, acquis les données, interprété les données avec ou sans les collègues du pays concerné. Ma dernière diapositive pour conclure, et évidemment vous remercier d'avoir tenu sur tout ce temps et de m'avoir écouté. Et je suis évidemment à votre disposition pour plus de discussions. Et puis, je vous renvoie ici pour les plus jeunes d'entre vous, les gens qui sont encore en master ou en thèse. Je vous renvoie sur ce guide
qui vient d'être sorti, qui est en accès libre dans cette maison d'édition québécoise où vous avez un guide pour former à la recherche avec un certain nombre de chapitres très courts sur comment on publie et comment on peut faire en sorte d'avoir des partenariats de recherche équitables. Et vous allez avoir ici de nombreuses informations très, très intéressantes. Et je vous remercie et j'arrête le partage de mon écran. Je vous passe la parole, chers collègues. Merci beaucoup, professeur, pour votre communication qui était vraiment enrichissante. J'ai gardé principalement qu'il faut aujourd'hui avoir la culture de la langue anglaise parce que la plupart des articles sont en anglais et pour rédiger et publier un très bon article, il faut déjà préalablement faire un très bon travail scientifique. Je vais laisser la parole aux confrères et consoeurs afin de pouvoir poser leurs préoccupations. La règle n'a pas changé. Vous levez la main et on vous accorde la parole. Je pense que la première personne qui a levé sa main, c'est Dr. Morel Aguia. Puis après, Dr. Goupou, Tokpa, Dr. Ba et Dr. Zagreb, je crois. Après ça, il y a Dr. Guy. Donc, on va prendre Dr. Morel pour commencer. Dr. Morel Aguia, vous avez la parole. Docteur Doumbia. Allô? Docteur Doumbia. Docteur Morel a la parole. Docteur Morel Aguia, s'il vous plaît. Allô? Oui, docteur, on vous reçoit. D'accord, merci. Merci, docteur Valérie, par rapport à la formation. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que la republication est-elle un manquement grave? Tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'on ne pouvait pas soumettre le même article dans plusieurs revues, ça je comprends, mais qu'on ne pouvait pas également utiliser une communication dans un certain colloque et 6 mois après réutiliser. Donc j'aimerais comprendre un peu le souci derrière en fait. Merci. Alors, je réponds au fur et à mesure, c'est peut-être plus simple, comme il y a beaucoup de questions. J'allais proposer qu'on prenne 5 personnes et vous répondez par lot de 5. Mais si ça vous gêne, on peut prendre chaque personne et répondre directement. Non, allez-y, on va faire par 5. Très bien. D'accord. Merci beaucoup, professeur. C'est le tour de docteur Gopou. Alors, bon, merci beaucoup à mon cher maître. Merci beaucoup à mon cher maître et merci pour cette brillante présentation. Moi, mon problème, c'est au niveau du plagiat que le professeur a pu parler. Donc, il peut arriver que dans la recherche scientifique, que vous trouvez ici des mots dans une publication, que vous devrez au moins reconduire les mêmes mots dans votre publication. Est-ce que si vous faites allusion à ces mots, cela peut dire que c'est du plagiat ou c'est juste aller faire un copier-coller pour faire valoriser votre thème qui fait du plagiat? Donc, c'est ce que je voudrais savoir par rapport à ce... Merci beaucoup, docteur. Nous allons passer la parole à docteur Ba. Docteur Ba, vous êtes là? Oui, bonsoir, chers collègues, et bonsoir, professeur, et merci de m'avoir donné la parole. En fait, moi, j'ai une petite inquiétude au niveau des évaluateurs. Est-ce qu'il faut encore se réabonner pour une deuxième fois au cas où, si nous voulons soumettre encore l'article pour que cet article soit réévalué? Ça, c'est un.
Deuxièmement, il a affiché une page où c'est écrit gold with APC et gold without APC. J'aimerais savoir la différence entre ces deux. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Nous allons passer la parole à docteur Zagré. Allô, bonsoir. Bonsoir, docteur. Oui, merci pour la parole. J'aimerais avoir une idée, quelques exemples de logiciels pour pouvoir détecter si un document est fait de plagiat ou pas. Juste quelques exemples. Merci. Merci beaucoup, docteur. La dernière personne pour le lot de 5, c'est docteur Guy Moutombi. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, docteur. Bon, moi, ma préoccupation elle est davantage générale. Et le professeur que je remercie au passage, et je salue tous les collègues, a fait remarquer que c'est vraiment important la langue anglaise. Et vraiment, c'est vraiment important qu'on communique en langue anglaise parce que les revues scientifiques, dans leur majorité, sont en langue anglaise. Mais j'ai quand même, moi, la problématique que je veux quand même, c'est par exemple, là, on a regardé qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de publications. Effectivement, tout le monde est en train de parler sur le Covid. Il y a eu des études qui sont faites sur le Covid et ça sort tous les jours. Et beaucoup sont en langue anglaise, effectivement. Mais nous, dans nos pays africains, on a vraiment un gros problème avec la recherche. Je crois que le professeur est bien placé, il connaît de quoi je parle. Il y a un gros problème avec la recherche. La recherche n'est pas financée. Vous avez des pays, même chez eux en Europe, il y a une inégalité en termes de recherche. Il y a des pays comme la Suisse qui mettent beaucoup d'argent dans la recherche, comme le Canada, comme des pays asiatiques, comme Hong Kong, qui mettent beaucoup plus d'argent même que, par exemple, la France à côté. Mais nous, encore chez nous, c'est vraiment criard le problème de la recherche en général. On n'a pas de moyens, on n'a pas de financement. Et quand on a des financements, ils sont vraiment très, très, très maigres. Quel mécanisme au niveau des pays on peut mettre en place ou bien quel mécanisme il connaît pour nous aider à passer un peu par-dessus ces goulets d'étranglement? Ça, c'est vraiment la préoccupation que j'ai. Pour illustrer dans ce que j'ai dit, par exemple, chez nous ici au Gabon, beaucoup de gens déjà ne font pas de la recherche. C'est difficile quand même. Les gens sont vraiment dans un système hospitalier centrique, les gens ne font pas trop de recherche, ne font pas trop de publications. À comparer, hein, et je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. Par exemple, à comparer à nos frères et amis, par exemple, du Bénin, à côté, qui font quand même des publications. Ici, les gens sont plus dans, voilà, aller à l'hôpital, faire des trucs, mais les gens ne sont pas dans faire la recherche. Et ce soit difficile pour nous autres, là, jeunes, qui voulons, par exemple, faire de la recherche, comment on peut faire autre, par exemple, pour avoir accès à des facilités pour faire des articles, par exemple. Voilà, merci. D'accord. Merci beaucoup, docteur Guy. La parole est à vous, professeur. Je pense qu'on a pris 5 personnes, docteur Aguia, docteur Goupou, docteur Ba, docteur Zagré et docteur Guy. Donc, merci, merci beaucoup pour toutes les questions. Je vais essayer de répondre. La republication, qu'elle soit d'un article scientifique ou d'une communication, encore une fois, ce ne sont pas des normes et il n'y a pas de procès et personne ne va en prison pour ça, mais c'est des bonnes pratiques de recherche et c'est ce qu'on appelle la conduite responsable de la recherche avec comme justification que les places sont limitées, qu'il n'y a pas beaucoup de places pour pouvoir et publier et communiquer. Et qu'une fois qu'on a communiqué une fois dans un colloque ou dans une revue, il faut passer à autre chose et laisser de la place pour les autres. Donc, c'est une justification d'efficience et de place. C'est qu'à partir du moment où vous avez publié ou communiqué, c'est accessible ailleurs pour d'autres et que vous ne pouvez pas redire 2 fois la même chose dans 2 lieux différents, que le lieu soit une revue ou un colloque. Je sais très bien que plein de gens le font et c'est malheureux, mais ça fait partie, je pense, des règles qu'on devrait avoir. Alors après, il y a plein de gens qui, très subtilement, vont soumettre une communication qui ressemble à la même que celle d'il y a 6 mois, mais ils vont changer juste le titre. Parce que ça évite dans le CV de voir que vous avez fait 2 fois la même chose, mais au fond, c'est la même chose. Donc après, c'est encore une fois, c'est votre éthique personnelle et votre manière de le percevoir. C'est la même chose pour le plagiat. Le plagiat, quand il s'agit de prendre des mots,
il n'y a pas de problème. Si vous devez utiliser un mot, deux mots, trois mots qui sont utilisés par tout le monde, on est évidemment limité. En français, on utilise toujours les mêmes mots. Maintenant, quand il s'agit de reprendre une expression ou une idée, il n'y a aucun problème à prendre une expression ou une idée d'un collègue ou d'une collègue. Il faut simplement lui en attribuer la paternité en soit mettant des guillemets quand vous faites un copier-coller de la phrase de cette personne, de ce collègue, soit en citant, en paraphrasant ce collègue, mais en citant explicitement que cette phrase vient de M. Guindo ou de M. Doumbia, et que à partir de ça, vous avez développé de nouvelles recherches. Et la science est cumulative, et donc vous pouvez partir des travaux des autres. Au contraire, vous devez partir des travaux des autres, mais vous ne pouvez pas vous en attribuer la paternité, d'où l'importance de faire attention à ces enjeux de plagiat. Et il y a plein de logiciels, comme je le disais. Je ne connais pas tous les noms des logiciels, je suis désolé à la collègue qui les demandait, mais si vous allez sur Internet, vous allez les trouver très facilement. Mais je sais que moi, à l'université à Paris, par exemple, on a l'obligation de passer les thèses dans un logiciel d'anti-plagiat avant de pouvoir donner l'accord à l'étudiante pour qu'elle puisse défendre sa thèse au comité. Donc, et on doit analyser ces choses-là. Alors, sur les évaluateurs, je ne suis pas sûr d'avoir complètement bien compris la question sur les choix, mais normalement, quand vous soumettez un article, certaines revues vous demandent de proposer des noms d'évaluateurs possibles. Donc ça, il faut le faire en étant intelligent, en donnant des noms de personnes avec qui vous n'êtes évidemment pas en conflit d'intérêts, mais en même temps, des gens qui sont assez proches du domaine, qui vont vous apporter l'expertise Après, normalement, quand vous… Non, ça coûte toujours pour jouer, là, ouais. je crois qu'il y a… Voilà. Après, normalement, quand vous envoyez votre article à une revue, vous avez deux évaluateurs, ou trois, ou un, qui vont vous répondre. Et normalement, quand vous répondez, vous, de retour, c'est envoyé aux mêmes évaluateurs. Ce n'est pas d'autres évaluateurs. C'est assez rarissime qu'on envoie d'autres si les premiers ont refusé, mais il faut vraiment… généralement, c'est envoyé à la même équipe d'évaluation. Alors après, la différence entre le Gold APC et le Gold non APC, donc le terme de Gold, donc d'or, ça veut dire que votre article est accessible en ligne par tous gratuitement. Que vous soyez abonné ou pas, il n'y a pas d'abonnement dans ces revues. Vous allez sur Internet, des revues comme PLOS Medicine, par exemple, elles sont accessibles gratuitement. Maintenant, quand c'est une revue Gold avec APC, comme PLOS Medicine, vous devez payer l'APC. Quand vous êtes d'un pays, vous ne payez pas. Maintenant, quand vous avez des revues comme le bulletin de l'OMS ou d'autres, eux, c'est Gold, donc c'est accessible à tous, mais c'est gratuit. Vous n'avez pas à payer, même si vous êtes dans un pays du Nord. Donc, c'est ça la différence entre Gold avec APC ou Gold sans APC. Voilà pour mes réponses. Et puis, je suis d'accord avec le collègue sur le problème de l'argent et de la recherche. Malheureusement, on n'a pas assez d'importance accordée à la recherche dans la région. Rappelez-vous de la déclaration d'Alger qui demandait à ce qu'on attribue au moins 2% du budget de la santé à la recherche en santé. On en est très, très, très loin et les études que je viens de voir sur le Sénégal et le Burkina montrent que 85% des recherches en santé sont financées par l'extérieur et pas par le pays. Et évidemment, ça pose des enjeux majeurs de priorité et de disponibilité des collègues à travailler sur ça. Voilà mes réponses aux premières questions.
Alors, Pascaline, je pense que c'est à vous la parole. Oui, merci beaucoup, professeur. Je donne la parole à présent à Docteur Bienvenu. Je ne sais pas s'il est toujours là. OK. Docteur Bienvenu, vous êtes là? D'accord. Nous allons donner la parole à Docteur Émile. Alors, merci pour la parole. Et je remercie le professeur pour l'exposé vraiment très enrichissant. Et moi, je voulais juste poser le problème, comme le prof a dit, c'est lui qui récolte les données, ne peut pas figurer parmi les auteurs. Il sera juste peut-être pour le remerciement. Mais il y a des collègues, par exemple, qui sont en Belgique, en France. Ils veulent publier sur un sujet d'un pays d'ici. Il n'a pas le moyen de revenir au pays pour récolter les données. Il demande service aux compatriotes ou bien aux confrères médecins qui sont encore au pays pour récolter les données et l'envoyer avec un protocole d'étude bien fignolé et la fiche technique. Et parfois, ses collègues d'ici ne participent pas au moment de traitement des données, des discussions, et l'article sort avec les noms des collègues qui ont juste contribué à récolter les données. Et là, le prof a dit que ce n'était pas possible. Alors, je voulais demander, comme le cas est déjà arrivé, ces gens qui ont seulement récolté les données et que leur nom se retrouve là, je pense que c'est abusivement. Quelle peut être leur attitude maintenant face aux confrères qui sont à l'Occident, qui les ont demandé de récolter les données au sud ici en Afrique? Merci. Merci beaucoup, Docteur Émile, excusez-moi. On va passer la parole à Docteur Aboubaka. J'aimerais, s'il vous plaît, demander aux collègues qui ont déjà intervenu de supprimer la main levée et aux collègues qui vont intervenir tout à l'heure d'être un peu plus bref pour qu'on finisse vite. Merci beaucoup. La parole est à Docteur Aboubaka. Allô? Oui, c'est Docteur Aboubaka. Oui, merci le professeur. Bon, je remercie l'équipe. Moi, ma question, c'est quelle revue scientifique à lire pour un débutant pour qu'on puisse s'inspirer afin de mieux rédiger? Quelle revue que le professeur nous recommande? Merci beaucoup, docteur. Nous allons passer la parole à Docteur Koulemou. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir, docteur. Bonsoir à tout le monde. Voilà, ma question, c'est en rapport avec ce que l'autre vient de poser. Je voudrais savoir, connaître les types de revues et aussi pour quel type de revue un débutant peut s'exercer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Koulemou. On va passer. S'il vous plaît, les docteurs qui n'ont pas actuellement la parole, je vous en supplie, veuillez fermer vos micros. Docteur Souleymane Boukari, vous avez la parole. Merci, docteur Faustino, pour la parole. Donc, merci aussi au professeur pour cette belle présentation. Donc, moi, j'ai une seule préoccupation à poser. Donc, par rapport aux thèses que les étudiants font à la fin du cycle. Maintenant, à la fin, une fois soutenu cette thèse, est-ce qu'on a les prérogatives du moins de publier cet article? Puis à la fin, on nous demande de rédiger un article qui sera publié à cet article. Merci. Je remercie le docteur Souleymane.
avant d'accorder la parole à la dernière personne sur la liste de 5, je vous en supplie, allez droit au but et posez votre préoccupation. Docteur Isaïe Zoumanrou Josué, vous avez la parole. Merci d'aller directement à votre question. Merci de m'avoir accordé la parole. Je voudrais juste demander, lorsqu'on a fini de rédiger un article, pendant combien de temps cet article reste valable pour publication? C'est-à-dire, par exemple, si j'ai écrit un article, ça fait par exemple 5 ans et que je ne l'ai pas publié, est-ce que c'est possible encore pour moi de le publier? Ou alors, dans quelles conditions? Merci. Merci beaucoup, docteur. Pour les collègues qui posent des questions dans le chat, je vous en supplie, levez la main et on vous accordera la parole pour poser votre préoccupation. Merci. La parole est à vous, professeur, pour répondre à la série des 5 personnes. Merci beaucoup pour les questions. Alors, la première question, elle est vraiment très, très importante et je vous remercie de l'aborder sur le fait de découvrir finalement que vous étiez auteur d'un article sans savoir que vous l'étiez et en ayant été impliqué uniquement dans la collecte des données. Et en fait, quand vous avez commencé votre à tous les collègues qui ont allumé leur micro, je vous en supplie de fermer vos micros. Et donc, quand vous avez commencé votre question, vous avez dit les gens qui collectent les données ne sont pas auteurs. Donc, je vais juste corriger ça. Alors, peut-être je me suis mal exprimé, mais ce que je voulais dire, c'est que ne sont pas automatiquement des auteurs. Vous pouvez, une personne qui collecte des données peut devenir un auteur dans la mesure où il va participer à d'autres éléments de l'article et de la recherche en suivant les 4 critères dont je vous ai parlé. Si la personne n'a fait que collecter les données, mais qu'elle n'a pas analysé les données, qu'elle n'a pas participé à une lecture critique et une contribution intellectuelle à l'article, qu'elle n'a pas validé l'article, elle ne peut pas être auteur au sens scientifique du terme. Maintenant, ça existe tous les jours, des articles où vous allez découvrir que certains sont auteurs ou des articles où vous allez forcément mettre le chef du service ou le patron comme auteur alors qu'il n'a rien fait et qu'il n'a rien lu. Ce sont des enjeux de pouvoir qui sont des dérives scientifiques dans la signature, mais qui ne sont pas normalement des choses qui sont acceptables. Ce qu'il faudrait, dans le cas cité là de vos collègues, c'est de travailler ensemble et de vous donner l'opportunité que vous puissiez participer à l'analyse des données ou au moins à la relecture critique et à l'amélioration critique de l'article pour que vous puissiez contribuer. Il faut donner l'opportunité de contribuer. Alors, je sais que parfois, c'est compliqué, surtout quand vous êtes sur le terrain, vous êtes en clinique, vous n'avez pas le temps, que les autres, ils n'ont que ça à faire d'écrire. Ils vous ont envoyé un message, vous n'avez pas répondu. 3 semaines après, vous n'avez toujours pas répondu, mais c'est parce que vous avez plein de choses à faire. Donc, il faut trouver des stratégies, il faut être patient, il faut… Voilà. Mais après, au bout d'un moment, si ça ne marche pas, ben, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas possible d'être auteur. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un processus qui permet aux gens de participer à la signature. Sinon, on est en dehors des normes et en dehors d'une conduite responsable de la recherche. Quelle attitude, pour répondre à votre question, vous devez avoir? Alors, écoutez, c'est difficile pour moi de vous dire. Soit ça ne vous gêne pas d'être auteur et le contenu de l'article reste bien et vous pensez que c'est utile. Alors, vous avez maintenant un article dans votre CV et tout va bien, mais vous pouvez faire un petit mot quand même à vos collègues qui ont fait ça en vous disant, écoutez, c'est pas bien. Ça aurait été bien quand même que vous puissiez m'impliquer. Je pense que c'est important, etc., etc. Et je ne veux pas avoir juste mon nom pour avoir mon nom. Je veux aussi participer intellectuellement à ce qui se passe, mais vous n'allez pas plus loin. Maintenant, si vous êtes énervé et vous n'êtes pas d'accord avec le contenu et vous ne voulez pas être garant du contenu, puisque je vous répète que si vous signez un article, s'il y a votre nom associé à un article, vous êtes garant de ce qu'il y a écrit dedans. Et si pour vous, ça ne va pas, là, il faut porter plainte. Et donc, il faut écrire à la revue scientifique en expliquant
ce qui s'est passé en demandant qu'une solution soit trouvée et que votre nom soit retiré de l'article. Ça, c'est ce qui est possible. Alors, il y avait deux questions sur les débutants. Alors, c'est pareil, c'est difficile pour moi de répondre. Ce qu'il faut, c'est parce que la revue pour un débutant, ça va vraiment être fonction de votre discipline. Si vous êtes en épidémiologie, en cardiologie ou en santé publique, ça va être des revues très, très différentes. Et je connais malheureusement pas toutes les revues. Je connais celles de santé publique et pas beaucoup les autres. Donc, il faut demander à vos collègues, à vos professeurs. Et puis, l'une des solutions aussi pour voir les revues importantes à lire et à commencer à lire, c'est les revues où vous avez un article qui vous passionne. Si vous avez vu un article qui vous passionne, un article qui vous semble très, très bon et très utile, c'est certainement une des revues qui vous intéresse. Et si cette revue qui vous intéresse, je vous suggère d'aller dans la revue et de vous abonner à la table des matières de la revue. Ça va vous permettre, au fur et à mesure, de suivre. À chaque fois qu'il y a des nouveaux articles, vous allez recevoir les articles et vous allez pouvoir être à jour sur tout ce qui se publie dans cette revue. C'est une manière d'être à jour. Pareil, vous allez sur Google Scholar. Vous pouvez aussi faire des messages sur Google Scholar. Vous allez vous abonner avec des mots-clés ou avec des noms d'auteurs que vous aimez. Vous voulez suivre. Chaque fois que cette personne ou que ce mot-clé sort, vous allez recevoir un message qui va vous dire « Ah, il y a un nouvel article de cette personne » ou « Ah, il y a un nouvel article sur ce sujet-là ». Donc, allez sur Google Scholar et organisez des alertes sur des mots-clés qui sont utiles pour vous. Alors, les types de revues, là aussi, ça dépend beaucoup de qui, de comment. Il y a plein de types de revues, mais il y a des revues plus cliniques, plus de santé publique. Après, vous avez des revues plus nationales, plus régionales, donc africaines, plus internationales. Ça dépend aussi beaucoup de ce qui se passe. La question de la publication de la thèse, je ne sais pas non plus si j'ai bien compris, mais pour moi, une thèse d'exercice, hein, comme beaucoup d'entre vous faites, donc ce n'est pas des thèses de sciences, mais c'est des thèses d'exercice. Ça reste votre thèse et vous êtes responsable de votre thèse et donc vous pouvez et vous devez, si vous voulez la publier comme premier auteur. C'est votre travail. Vous la faites avec un patron dans un service ou une patronne, mais c'est votre travail intellectuel et c'est votre thèse. Donc, c'est à vous de la publier. Vous pouvez associer des collègues si vous estimez que ces collègues ont apporté une contribution, mais ça reste votre travail. Et enfin, les délais sur l'obsolescence des données, là encore, c'est assez variable d'une discipline à une autre et ça dépend aussi de l'originalité de vos données. Si c'est quelque chose de très original, même si c'est un peu ancien, ça peut passer. Si c'est quelque chose qui répète ce qui a déjà été dit ou qui confirme ce qui a été dit, 5 ans, c'est souvent le maximum en fait. Et donc, c'est un peu limite. Mais là encore, regardez la revue dans laquelle vous voulez publier, feuilletez les différents articles qu'ils ont publiés, puis vous allez voir si ces délais de 5 ans ou plus sont raisonnables par rapport aux autres articles qu'ils ont pu, eux, publier. Voilà mes réponses à ces questions. À vous pour la suite. Merci beaucoup, professeur. La parole est à Dr Ousmane. Dr Ousmane, vous êtes avec nous? D'accord. Dr Mounassi. Dr Mounassi. Dr Kouli. Docteur Mounassi est là? Oui, je suis là. D'accord, la parole est à vous. Oui, je voudrais savoir, je demande au professeur Valérie, est-ce y a-t-il un nombre exact ou une limite à ne pas franchir pour être co-auteur? Je m'explique, à supposer qu'il y a 15 ou 20 ou 30 personnes qui ont respecté les 4 critères que vous avez évoqués dans votre exposé. Est-ce qu'il faut les énumérer tous? Merci et félicitations en passant au professeur.
Merci beaucoup, docteur. Docteur Koulibaly a la parole. Nous allons passer la parole à docteur Aurel. Oui, bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, docteur Aurel. Oui, dans les interventions, le professeur a déjà répondu à ma préoccupation. Merci beaucoup. Nous allons prendre le présent docteur Latam. Docteur Oui, merci. Oui. Vous m'avez suivi là? Oui, merci. Je voulais savoir à partir de combien d'impact facteurs on peut qualifier une revue de bien cotée. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Nous allons passer la parole à docteur Sani Daoudou Mahama. OK. J'aimerais demander à tous les collègues qui ont déjà intervenu de supprimer la levée de main. Merci. Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, docteur Sani. Je vous remercie d'abord d'avoir m'accordé la parole. Je remercie aussi, docteur, pour la présentation. Donc, ma question est comment connaître, quels sont les indices qui vont nous permettre de donner la pertinence à nos publications? Merci. Merci beaucoup. Je prie et je supplie tous les collègues qui vont venir d'aller droit au but et de poser leurs préoccupations. Merci. Docteur Sidina, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie pour la brillante présentation. J'ai des petites questions. La première, c'est par rapport au délai d'attente. Après avoir envoyé plusieurs mails sans réponse, après combien de temps on peut soumettre l'article dans un autre journal, sachant qu'il n'y a pas de possibilité de retirer l'article. La deuxième question, c'est par rapport à la traduction, parce que la plupart des journaux sont en anglais. Et il y a des sites qui proposent une relecture ou une traduction en anglais. Est-ce que c'est pertinent ou ça reste une traduction qui n'est pas parfaite? Donc, voilà, c'est des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Sidina. La parole est à présent à docteur Bienvenu. J'espère qu'il est à présent parmi nous. Docteur Bienvenu. Je pense que l'autre docteur, c'est là. Docteur Bienvenu, on a du mal à... Non, ça va, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, moi, je vous entends très bien. D'accord, allez-y, posez votre préoccupation. Moi, je vous entends très bien. Pascaline, je vous entends. Oui, voilà. D'abord, je remercie le professeur de l'attention. Bon, pendant que j'avais des petites coupures de connexion, je ne sais pas si il y a une question dans le plagiat. En fait, je voudrais bien comprendre qu'est-ce que c'est la déclaration des conflits d'intérêts. Et puis, secondement, en cas de republication, s'il s'avère que une publication a été faite dans une revue locale et qu'il va falloir faire encore la publication au niveau d'une revue internationale, est-ce que c'est possible? Devons-on parler d'une republication? Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Bienvenu. Je prie, s'il vous plaît, une fois encore, tous les collègues qui ont déjà posé leur préoccupation de supprimer leur levée de main. Actuellement, il y a 9 collègues qui sont en instance de poser leurs préoccupations. Je vais passer la parole au professeur et nous allons aller directement à une question. S'il vous plaît. Merci. La parole est à vous, professeur. D'accord, merci. Alors, le nombre d'auteurs
Alors, c'est une question aussi intéressante. Il y a des grands débats entre les gens de sciences sociales qui disent que dans le domaine de la santé, il y a souvent beaucoup trop d'auteurs et que c'est pas sérieux. Et d'un autre côté, les gens de la santé qui voient des gens de sciences sociales publier tout seuls et c'est pas sérieux. Alors, encore une fois, il n'y a pas de normes à ça. Il y a autant de personnes qui signent. Ah, il y a quelqu'un qui travaille. Je ne sais pas qui c'est. C'est bon. Donc, il y a autant de personnes qui signent que de personnes qui devraient signer. Donc, le nombre d'auteurs, ce sont normalement des gens qui respectent bien tous les critères. Alors, parfois, vous avez des articles avec une centaine d'auteurs. C'est sûr que ça n'a pas beaucoup de sens et on peut se demander comment les gens peuvent faire un article de 5000 mots à 100 personnes. Je ne sais pas non plus comment ils font, mais c'est comme ça. Mais j'espère qu'ils se sont assurés qu'en effet, ils répondaient tous aux critères d'auteur. Donc, encore une fois, il y a autant d'auteurs qu'il devrait en avoir si les gens estiment qu'ils répondent tous aux critères. Alors, tant mieux, c'est normal qu'ils le soient. Maintenant, à partir de quel nombre le facteur d'impact permet d'estimer une revue bien cotée? Alors, je répondrai que le facteur d'impact n'a pas beaucoup de sens et qu'il ne faut pas vraiment le retenir, en fait. Et que beaucoup de gens vont dire que c'est important. Personnellement, je n'y crois pas trop du tout. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre organisation, ou de votre carrière ou de ce que vous voulez en faire. Mais je ne retiendrai pas une revue uniquement sur la base de son facteur d'impact, mais sur le fait qu'elle soit vraiment indexée et qu'elle ne soit pas une revue prédatrice. Voilà. Donc après, que la revue ait un facteur d'impact de 1 ou de 10, ça ne change pas grand-chose pour moi. Ça dépend vraiment de la qualité de l'article et de ce que vous voulez faire. Il y avait une question sur la pertinence d'une publication. Pour moi, publier un article n'a de sens que si vous estimez que vous ajoutez quelque chose de nouveau à l'état des connaissances scientifiques dans votre sujet, ou que vous nuancez des choses, ou que vous confirmez des choses. Mais il faut vraiment montrer que vous faites une contribution scientifique, une contribution à la science. Donc, c'est pour ça que dans l'introduction d'un article scientifique, on fait toujours une revue de littérature qui montre l'état des connaissances sur le sujet et qui se termine en donnant l'objectif de votre étude, qui est de développer des nouvelles connaissances sur la base de ce que vous avez montré précédemment et d'un manque de connaissances. Donc, un article scientifique, normalement, vient produire des nouvelles connaissances ou vient valider ou confirmer des connaissances avec un autre processus. La question sur des revues à laquelle vous avez envoyé votre article et qui ne répond pas, ça fait des mois que vous attendez, vous n'avez aucun retour. Ça arrive souvent, malheureusement, et de plus en plus, avec la crise qu'on a actuellement de trouver des évaluateurs. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire 1, 2, 3 messages, mais si au bout de 3 messages, vous n'avez toujours aucun retour, vous écrivez un dernier message en disant « Écoutez, on est désolé, mais comme vous ne répondez pas, je retire mon article de votre revue et j'estime ne plus rien vous devoir et vous soumettez votre revue à vous soumettez votre article à une autre revue. Vous avez perdu du temps, malheureusement, ça arrive. Moi, c'est m'est arrivé aussi, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. C'est comme ça. Les questions de traduction, c'est évidemment un problème important pour nous, francophones. Alors, évidemment, il faut qu'on publie en français, mais bon, comme vous le savez, il faut aussi publier en anglais. Et l'un des problèmes, souvent, c'est que les traductions sont compliquées et coûtent cher. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est que si vous n'avez pas d'argent et pas de moyens, faites une traduction avec un logiciel qui est sur Internet. Le moins mauvais, à ma connaissance, c'est DeepL. Je vais vous envoyer le lien sur le chat. Et ensuite, par contre, DeepL fait une traduction qui n'est vraiment pas meilleure, mais qui est un premier jet qui peut être utile. Et dans ce cas-là, ensuite, il faut vraiment que vous trouviez un moyen
de faire relire votre traduction, soit par un collègue anglophone que vous connaissez, un ami, un étudiant. Trouvez un moyen pour faire relire. L'idéal, si vous avez un peu d'argent, vous passez par des sites comme American Journal of Traduction, je pense que ça s'appelle, qui va vérifier la qualité de votre anglais, mais ça va être payant, hein, c'est entre 200 et 400 dollars en fonction du nombre de mots que vous avez. Et ça va en plus vous donner un certificat de traduction que vous allez pouvoir donner également à la revue pour valider la qualité de votre anglais, puisque souvent les revues internationales, quand elles reçoivent des articles par des auteurs francophones comme nous, elles sont toujours en train de remettre en cause la qualité de notre anglais. Et donc, si vous avez un certificat, ça va vous aider. Mais bon, malheureusement, sachez que la traduction coûte cher, vous le savez certainement. La traduction d'un article, si vous voulez un traducteur professionnel, ça va vous coûter au moins 0,15 € par mot. Donc, je vais vous faire le calcul tout de suite en CFA. Ça va vous coûter au moins 100 francs par mot, 100 francs CFA par mot. Donc, vous voyez, si vous avez un article qui fait 3000 mots dans une bonne revue, ça va vous coûter 300 000 pour une traduction professionnelle. C'est un budget conséquent, mais en même temps, c'est comme ça qu'on fait des bonnes publications. Donc, si vous n'avez pas les moyens, demandez à vos partenaires, mettez ça dans le budget de recherche, trouvez des collègues dans un département d'anglais à la fac de votre ville de vous relire le papier. Les conflits d'intérêt. Alors, il y a conflit d'intérêt et il y a lien d'intérêt. Ce qui est important, en tout cas, c'est de bien spécifier dans la section finale de votre article ces liens d'intérêt possibles. Un lien d'intérêt, c'est une situation qui pourrait influencer la manière dont vous avez fait votre étude. Vous savez très bien, notamment dans le domaine médical, si vous avez des avantages à prescrire tel ou tel médicament, ça peut éventuellement influencer la manière dont vous allez faire une étude sur ce médicament. Donc, il faut écrire que vous avez bénéficié de l'aide de telle ou telle compagnie pharmaceutique pour faire votre étude. Mais dans les domaines de la santé publique, ça existe aussi. Hein. On peut imaginer, moi, je connais un chercheur belge qui travaille beaucoup sur le financement basé sur le résultat, mais en même temps, il est actionnaire d'une compagnie qui vend des logiciels pour gérer le financement basé sur les résultats. Alors, imaginez évidemment qu'il a un lien d'intérêt avec tous les papiers sur le financement basé sur les résultats. Ça ne veut pas dire que ce qu'il publie n'est pas scientifique, mais ça veut dire que les auteurs, les lecteurs de ces papiers doivent savoir qu'il a un lien d'intérêt avec une compagnie qui profite de l'objet sur lequel il travaille. Donc, il faut être très clair dans le conflit d'intérêt, ça devient aujourd'hui essentiel. Il suffit juste de le dire et d'être transparent sur ces choses-là. Si, par exemple, vous publiez un article sur la base d'une consultation que vous avez fait payée par une ONG, eh bien, il faut simplement écrire « J'ai fait cet article sur la base d'une consultation pour laquelle j'ai été payé par telle ONG » et personne ne vous dira rien, mais vous l'aurez bien précisé. Enfin, la republication, ça veut dire republier un même article dans plusieurs revues, qu'elles soient internationales, locales ou régionales, peu importe. Tant que c'est des revues scientifiques évaluées par les pairs, republier le même article n'est pas une conduite responsable de la recherche. Après, vous pouvez republier des contenus de votre article sous d'autres formes. Ça, il n'y a pas de problème. Si, par exemple, vous voulez faire un petit texte de vulgarisation dans le bulletin de la paroisse ou dans le bulletin du ministère, ou vous voulez faire un article dans The Conversation, par exemple, qui était une revue sur Internet plus de vulgarisation scientifique. Ça, c'est de la vulgarisation, une note de politique, tout ça, il n'y a pas de problème. Là où ce n'est pas possible, normalement, de le faire, c'est de republier dans une revue de la même nature, donc une revue scientifique. Vous pouvez, par exemple, moi, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai des articles scientifiques en anglais publiés en anglais, mais ensuite, je vais faire un livre dans lequel je vais traduire ces articles scientifiques en anglais en français
pour qu'il soit accessible aux francophones, comme le livre qu'on a fait récemment sur la couverture sanitaire universelle. Mais ensuite, je vais écrire très précisément dans le livre cet article, ce chapitre vient d'un article publié dans telle revue. Et dans ce cas-là, vous devez demander l'autorisation à la revue de republier cet article dans une autre collection, quoi. Voilà mes réponses aux questions.